Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café, j'espère que vous allez bien. Moi, vous m'avez trop manqué. Genre il y a un seul mercredi où j'ai pas sorti d'épisode et genre ça m'a vraiment touché mon petit cœur là. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous savez que moi je déteste les vidéos YouTube avec des intros là qui font la moitié de la vidéo, donc on va aller straight to the point. Alors j'ai remarqué que ce qui marche le mieux sur ma chaîne, c'est quand j'aborde des sujets de phénomènes de société, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que j'aime beaucoup parler de ce genre de thématique. Alors l'épisode que je tourne aujourd'hui est un épisode que j'avais déjà fait au préalable sur ma chaîne de podcast version audio seulement, mais du coup je vais la rééditer pour la faire version vidéo et avec une mise à jour un petit peu de Mariam, parce que franchement mes débuts dans le podcast j'étais très timide quand même, hein. Franchement je me reconnais moyennement. Tu l'auras vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler de l'arabe phishing, qui est une tendance qui s'est fortement développée ces 20 dernières années et qui se définit comme étant une appropriation culturelle de la culture arabe. Donc le fait de laisser penser ou de faire croire qu'on est arabe alors qu'on l'est absolument pas. Et afin de mieux duper son public, la personne qui fait de l'appropriation culturelle, elle va tout d'abord s'approprier un esthétique. C'est-à-dire qu'elle va emprunter plusieurs caractéristiques propres à la communauté arabe, donc c'est-à-dire avoir des cheveux longs, noirs, avoir des formes voluptueuses, des lèvres pulpées, un teint mat, basané, etc. Un sujet dont on parle un peu plus en ce moment, de par le fait qu'il y ait des stars de télé-réalité qui ont tenté de se faire passer pour des femmes d'origine arabe, mais en réalité c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors je sais pas si vous avez les mêmes références pop culture que moi, mais moi je l'ai beaucoup vu chez des stars de R&B sur lesquelles planaient beaucoup de questions concernant leur ethnie, des chanteuses comme Kyla, Vita, Leslie, ce sont des chanteuses qui déjà physiquement pourraient se faire passer pour des femmes arabes, mais non plus affirmer ou nier l'ethnicité qu'on leur empruntait. Et du coup elles ont laissé place à ce qu'on appelle de la multifacialité, c'est-à-dire cette capacité à maintenir intentionnellement un flou quant à son ethnicité. Alors tu pourrais te dire, et à très juste titre d'ailleurs, mais quel intérêt en fait de se faire passer pour une femme d'origine arabe, sachant que dans notre société occidentale un petit peu pourrie, il n'est pas bon de dévoiler ouvertement ou de montrer qu'on appartient à une certaine ethnie ou de en tout cas s'assimiler à une certaine ethnie. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour jadis les stars de R&B et aujourd'hui un peu plus les stars de télé-réalité? Pourquoi est-ce que c'est plus avantageux pour elles de se faire passer pour des femmes d'origine arabe? C'est très simple, c'est tout simplement parce que aujourd'hui l'exotisme fait vendre. L'exotisme est aujourd'hui à la mode dans certains milieux. Je vais expliquer ce point-là un petit peu plus tard dans l'épisode, mais je vais pas m'arrêter là dans la construction de ma réponse parce que ce n'est en réalité qu'une seule partie de la réponse, mais c'est en tout cas un premier élément, c'est qu'aujourd'hui l'exotisme plaît, les traits de la femme arabe sont à la mode, et ça, pas mal de personnes l'ont compris et ont du coup saisi l'opportunité pour en faire une stratégie marketing très lucrative et très bien ficelée. Derrière ces postures, il faut bien comprendre qu'il y a des carrières en jeu, c'est pas quelque chose qui est fait à la légère, c'est pas un move naïf ou stupide de leur part, pas du tout. Au contraire, c'est une stratégie très payante qui semble très bien fonctionner. Parce qu'on le remarque, les gens qui ont recours à l'arabe phishing génèrent énormément de likes sur les réseaux sociaux, ce qui attire beaucoup plus de sponsors, ce qui leur génère beaucoup plus de partenariats et, tu l'auras compris, par conséquent, beaucoup plus d'argent. Alors bien sûr, ça ne marche pas dans tous les domaines. C'est là où j'en reviens au point cité précédemment, l'exotisme est à la mode, oui, dans certains milieux, mais pas tous. Ça marche très bien dans le domaine de l'influence, dans le domaine artistique, mais par exemple, c'est jamais très bon pour un médecin ou un journaliste d'être maghrébin ou de se prétendre être maghrébin de manière très ouverte. Parce que dans les milieux plus traditionnels, plus, entre guillemets, high level dans la société, les gens ont plutôt tendance à taire ce genre d'informations pour éviter une forme de racisme, une forme de discrimination. Ce qui me pousse finalement à penser que quand tu exerces un métier pas très sérieux, dans l'affluence, dans la musique, etc. Bref, des milieux où t'as pas de très très haute responsabilité aux yeux de la société, comme pourrait par exemple avoir un médecin, un avocat ou un journaliste, finalement ça dérange pas tant que ça que t'aies un physique exotique, que tu portes un nom maghrébin. Par contre, quand tu veux faire ce genre de métier plus sérieux et accéder à une certaine échelle sociale plus élevée, on va dire, tout à coup ça dérange et on a moins envie de te prendre au sérieux. Donc, faut comprendre qu'il y a certains domaines où il est profitable d'être arabe et d'autres où c'est pas du tout le cas. Donc,
Il n'est pas juste question pour ces femmes-là de se dire oui, c'est juste l'esthétisme qui me plaît. Non. Derrière cet esthétisme-là, il y a toute une logique de gain. Les traits de la femme arabe ont été mis en avant comme étant quelque chose de très attirant. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la mode, elle se fait et elle se défait. Elle se crée et puis elle se désintègre. C'est à la mode en ce moment, mais pour combien de temps? Alors les plus naïfs d'entre nous pourraient se dire oui, c'est peut-être juste qu'elles aiment l'esthétique de la femme arabe et ça s'arrête là. Ou alors elles s'identifient à la culture arabe, elles s'identifient à cette culture-là et donc forcément, elles souhaitent s'en rapprocher. Tout comme j'ai déjà entendu pour le cas d'une femme qui faisait ouvertement du blackfishing, c'est exactement pareil, sauf que là, on s'approprie la culture noire. Elle faisait ouvertement du blackfishing et je vous mettrai une photo de cette dame à l'écran si je la retrouve, mais elle était assez connue. En fait, elle sentait qu'elle était pas née avec la bonne couleur de peau et qu'elle se sentait beaucoup plus noire que blanche. On pourrait se dire ça, sauf que le problème de ces personnes-là qui font de l'appropriation culturelle, c'est qu'elles ne se limitent qu'au physique. Et c'est bien ça le souci. C'est-à-dire qu'elles vont adopter le physique de la femme arabe, de la femme maghrébine, mais elles laissent de côté la réalité auquel fait face cette communauté. Elles deviennent arabes juste pour l'image. Mais elles se lavent les mains des traumas auxquels font face ces femmes marginalisées. Et elles ne se rendent pas compte que derrière cette appropriation culturelle, il y a un très lourd passé colonial. En gros, elles sont arabes à mi-temps, elles sont arabes quand ça les arrange, elles le sont uniquement de façon instrumentale, circonstancielle et tactique. Et il est là tout le problème. Le problème, c'est qu'elles ne sont arabes que pour l'image, elles ne sont arabes que pour les likes, que pour attirer les sponsors, que pour avoir cet esthétisme qui est à la mode en ce moment. Mais faut bien comprendre que la femme maghrébine, elle est confrontée à énormément de traumas. Elle est confrontée à énormément de discrimination. Elle a une panoplie de choses qui sont très difficiles à vivre au quotidien pour la femme maghrébine. Mais ça, elles s'en lavent les mains à partir du moment où elles pourraient être confrontées à ces choses-là, parce qu'on pense qu'elles sont maghrébines, tout d'un coup, ah non, moi je suis pas du tout arabe, moi je viens de Besançon, tu vois. On ne peut pas oublier la charge coloniale qui est associée à la femme maghrébine, à la femme arabe. Il faut savoir que du temps de la colonisation, la femme arabe, elle fascine. Et l'homme blanc se doit de la posséder à tout prix. On peut d'ailleurs le voir à certaines peintures qui ont été faites à l'époque, et également à des cartes postales qui sont envoyées en métropole pour attirer plus d'hommes dans les colonies, et typiquement sur ces cartes postales, on y voit des femmes arabes au sein nu. Donc il y avait cette idée de fantasme, il y avait cette idée de cette femme qu'il faut absolument libérer du harem. Il y a ce truc d'interdit qui peut attirer pas mal d'hommes et particulièrement des hommes blancs. Il y a aussi beaucoup dans l'imaginaire collectif le fait que la femme arabe elle est forcément soumise à l'homme arabe et qu'un homme blanc se doit de la sauver de cette soumission. En d'autres termes, la femme arabe elle est considérée comme un objet de désir et un fantasme pour beaucoup d'hommes. Et c'est malheureusement toujours le cas aujourd'hui. Bon, je pense que personne va tomber de sa chaise si j'annonce que je suis une femme d'origine arabe, vu que je suis d'origine marocaine et que mes ancêtres sont yéménites. J'ai moi-même été confrontée à plusieurs reprises à cette fascination pour la femme arabe qui est un peu particulière, disons-le clairement, un peu bizarre en se disant moi je ne veux que des femmes maghrébines et rien d'autre. J'ai déjà entendu ce discours d'hommes issus de d'autres communautés qui ont une préférence pour la femme arabe, mais c'est surtout qu'en fait cette fascination, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'elle est plus superficielle qu'autre chose. Et c'est surtout parce qu'elle a un goût, comme je l'ai dit précédemment, d'interdit. Je me rappelle que dans l'une de mes fêtes de boulot, où clairement c'est un milieu extrêmement blanc, avec très peu de diversité, j'ai rencontré des employés détachés que je n'avais jamais vus en vrai. Et très vite après le bonjour, s'en est suivi une discussion autour de mon ethnicité, que je suis née en Belgique, et que clairement, les au bled une fois dans l'année, et là pour vous dire, ça fait 5 ans que j'y ai plus mis les pieds. Et puis très rapidement, on va venir parler de mon physique, que j'ai une très belle grande chevelure bouclée, que j'ai des grands yeux très foncés, que j'ai des formes, bref, toutes ces choses qui, moi personnellement, me mettent extrêmement mal à l'aise parce que je me dis que jamais ces hommes blancs auraient adopté le même discours et se permettre de faire des allusions au physique d'une femme blanche qui se retrouverait face à eux. Pareil, quand je travaillais à Dubaï, je travaillais pour une organisation très sérieuse. Quand t'es une femme d'origine marocaine qui dit qu'elle travaille à Dubaï, tout de suite, on se fait tout un film que j'avais choisi de travailler pour cette organisation et non pas de travailler à Dubaï.
Dubaï. C'est juste que cette organisation, elle avait une mission sur Dubaï, donc j'ai simplement suivi l'organisation pour laquelle je travaillais, n'est-ce pas? Et même sur place, les locaux, c'est vrai qu'ils ont une image de la femme marocaine comme étant une femme très sulfureuse, et du coup on te met tout de suite dans un sac où t'as même pas demandé à rentrer, où tu as même pas mis un orteil, tu vois. Femme arabe, le physique, les traits de la femme arabe sont toujours associés à une image très sexualisée. Et malheureusement aussi, ces femmes qui ne sont pas arabes mais qui font de l'appropriation culturelle du coup, elles accentuent encore plus ce trait-là. Il faut bien comprendre que c'est très offensant pour les femmes d'origine maghrébine, pour les femmes d'origine arabe, qui ne veulent pas être associées à ça, qui font tout justement pour se détacher de cette image de femme-objet. Et ces femmes qui prétendent être arabes, elles forcent ce trait-là justement. Elles forcent ce trait de cette image très sexualisée, notamment parce qu'elles font des injections aux lèvres pour avoir des lèvres plus pulpeuses. Comme c'est le cas de beaucoup de femmes arabes, elles subissent aussi de lourdes opérations chirurgicales comme par exemple un BBL pour avoir un fessier plus important, l'élargissement des hanches, avoir une taille plus marquée, les yeux tirés, le make-up très charbonneux. Bref, tout ce qui peut avoir attrait aux attributs qui sont fréquemment sexualisés par les hommes. Et comme si les caractéristiques de la femme arabe n'étaient pas suffisamment sexualisées, on va d'autant plus forcer le trait. Ça ne vous aura pas échappé que beaucoup d'Arab Fishers, donc ces influenceuses très médiatisées, ont également pratiqué de l'escorting, notamment à Dubaï, vendent leur corps sur Mime ou OnlyFans, et forcément, il y a ce lien très rapidement qui est fait entre la femme arabe et l'escorting. Même si, encore une fois, elles ne sont pas arabes, et en plus de ça, même si elles étaient des femmes arabes, elles ne représentent personne, je veux dire, elles représentent seulement leur personne, on n'a pas demandé à ce qu'elles soient les porte-parole de la communauté maghrébine, mais c'est vrai que les gens vont très facilement faire ce lien-là, tu vois, les gens vont tout de suite essentialiser un peu tout ça, et donc encore une fois, c'est très réducteur pour nous. Preuve en est le mot beurette, qui est un mot qui est hyper offensant et qu'il faut absolument arrêter d'employer. Elle est elle aussi héritière de ce passé colonial. Cette expression est l'un des termes les plus recherchés sur les sites moins 18. Ce terme est très souvent associé à une fille très dévergondée, très vulgaire, qui aime séduire les hommes et qui veulent leur soutirer tout leur argent. D'ailleurs, petite histoire, parce que moi je trouve ça toujours hyper intéressant de comprendre d'où viennent certains termes. Alors en fait, le terme beurette, il est né d'un mouvement contestataire dans les années 80 en France, où il régnait une ambiance très violente, beaucoup de crimes racistes impunis, de répression policière et de conditions sociales déplorables. Et étant très fatigués et en colère contre ces conditions misérables, il y a des habitants d'une banlieue qui ont décidé d'entamer une marche. Donc ils ont pris leurs affaires et ils ont débarqué à Marseille pour pouvoir établir une marche contre le racisme et pour l'égalité. Et en fait, de fil en aiguille, elle a été rebaptisée la marche des beurs, beur étant le verlan de arabe. Ensuite, s'est ajouté le suffixe et pour parler de la femme arabe, donc la beurette. Et elle attire beaucoup plus l'attention et beaucoup plus l'intérêt que le beurre, notamment pour les politiques d'intégration françaises qui n'ont pas hésité à utiliser la femme arabe depuis l'époque coloniale en Algérie pour revendiquer une libération des femmes maghrébines. À cette époque-là, et malheureusement encore aujourd'hui, la femme maghrébine est considérée comme étant coincée dans un carcan machiste imposé par les hommes de sa communauté et par la religion. Ces femmes sont alors utilisées comme un instrument politique pour faire passer des messages et véhiculer des valeurs républicaines, des valeurs françaises. Et elles vont très rapidement devenir un instrument de libération sexuelle à des fins d'intégration et d'assimilation sous couvert de combats féministes. Les politiques vont faire appel à ces femmes-là pour véhiculer des valeurs que eux estiment être des valeurs laïques, des valeurs proche de la France. Et donc, dans les yeux des Français, tu es soit la femme française laïque et républicaine, tu tentes d'imiter à tout prix ce que fait la femme française, ou alors tu es une femme maghrébine, voilée et soumise à son barbu, dont il faut absolument s'éloigner. Évidemment, c'est un sujet que je vais également aborder, le féminisme et notamment le white féminisme, étant moi-même profondément féminisme, mais je vais quand même me permettre de dire un mot là-dessus parce que ça m'écœure au plus haut point. Étant une femme maghrébine, forcément, c'est un sujet qui me touche de près. Étant une femme musulmane, c'est un sujet qui me touche de près. Ça me répugne au plus haut point qu'on puisse penser que la femme voilée n'est pas une personne qui est dotée d'intelligence, qui ne peut pas réfléchir par elle-même. Évidemment qu'il y a des personnes qui sont contraintes de porter le voile. On ne l'a jamais nié, mais ça reste une très
très petite minorité et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit du coup demander à toutes les femmes voilées, même celles qui ont décidé de le porter par elles-mêmes, de le retirer. C'est leur choix et que personne ne leur a imposé. Et moi je défendrai toutes les femmes, peu importe leur choix. Je défendrai autant la femme voilée qui décide de se voiler et autant je défendrai une femme qui veut porter une mini-jupe parce que elle a décidé qu'elle voulait porter cette mini-jupe. Bref, je voulais quand même faire cette petite parenthèse. La beurette, c'était celle qui voulait s'assimiler à la femme française. Celle, notamment, qui assume une sexualité hors mariage, sous le prisme de cette modernité qui lui est enfin accordée par l'homme blanc. Ce terme est à la base né de ce mouvement contestataire, puis ensuite de ce mouvement de libération de la femme. Mais cette beurette, c'est aussi tout doucement devenue la fille qu'on ne veut absolument pas être dans la communauté maghrébine, c'est-à-dire cette fille que l'on rejette parce qu'elle a très peu de vertus, qu'elle est attirée par la luxure et hypnotisée par cette société de consommation et qui est peu encline à se ranger et à vouloir fonder une vie de famille stable et à devenir une femme respectable. La beurette, c'est aussi tous ces clichés du genre la meuf qui sort tout le temps à la chicha et qui préfère se détourner des rebeux. Bref, tu l'auras compris, dès qu'une femme d'origine maghrébine se détourne un tant soit peu de ce qu'on estime être propre à la communauté, ce sont des femmes qui n'ont tout à coup plus de valeur, pas de vertu, ce qui est en principe complètement faux. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Non, on se bat et on se battra toujours pour affirmer notre statut de femme maghrébine qui a son libre pensée et qui ne veut pas se laisser détourner par qui que ce soit ou par quoi que ce soit et qu'elle a juste envie d'être ce qu'elle a décidé d'être en fait. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tout un café, j'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en barre de commentaires, n'hésite pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. Et moi je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao ciao.